Donc, Monsieur Michara, je vous cède la parole. Merci, Madame, Messieurs les commissaires. Je tiens d'abord à vous remercier sincèrement de m'offrir l'opportunité de partager avec vous le présent mémoire. Je suis directeur du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie, le CRISE, et professeur de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. En 1996, j'ai eu la bourse nationale Boros-Laskin pour étudier les pratiques d'euthanasie et suicide assisté aux Pays-Bas et j'ai travaillé pas mal, je fais des recherches en prévention du suicide. Mon intervention d'aujourd'hui porte sur la façon de mieux garantir un juste équilibre entre le respect d'autonomie des personnes admissibles à l'aide médicale à mourir d'un côté et de l'autre la protection des personnes vulnérables et l'obligation de prévenir les décès évitables par suicide. Le système de santé a comme responsabilité d'offrir les soins de qualité adaptés aux besoins des personnes souffrantes. Par conséquent, je propose d'ajouter un amendement à la loi ou un règlement supplémentaire qui permettrait de restreindre l'aide médicale à mourir aux seules personnes pour qui il n'existe aucun autre traitement permettant de soulager leur souffrance. Le Québec a une longue histoire d'action en amont afin d'éviter le plus possible les effets négatifs des interventions médicales sur ses citoyens. Par exemple, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la santé publique et le ministère de la Santé ont pris soin d'instaurer des mesures de précaution et des restrictions liées au vaccin d'AstraZeneca qui semble être associé à un petit nombre de thromboses et quelques décès parmi les millions de personnes vaccinées. En effet, malgré une incidence peu élevée, le fait que cette conséquence soit grave et potentiellement irréversible dans un contexte où ces risques sont largement inconnus faisait en sorte que l'État avait l'obligation d'agir avec prudence dans le but de protéger la population. Alors qu'au Comité consultatif national de l'immunisation du gouvernement fédéral recommande le vaccin d'AstraZeneca aux personnes, toute personne de 30 ans et plus, le Québec a cessé d'utiliser ce vaccin en raison des faibles risques de thrombose. On peut écrire plusieurs autres situations semblables. Je suis d'avis que les mêmes précautions prises pour assurer qu'un vaccin contre la COVID-19 n'ait pas d'effets négatifs graves, même pour une petite proportion de la population, doivent s'appliquer aussi à notre considération des protections nécessaires pour l'application de l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir n'est pas un traitement médical comme un autre. Il s'agit du seul traitement qui termine définitivement et délibérément la vie d'un être humain. Le risque encouru dans le cas d'un prognostic erroné est la mort de la personne et on ne peut penser plus grave et plus irréversible que cela face à une vie qui aurait pu être épargnée par un traitement approprié. Par conséquent, l'État a une obligation envers ses citoyens d'assurer qu'on ne donne pas la mort comme traitement contre la souffrance s'il existe d'autres interventions qui peuvent permettre à la personne de continuer à vivre tout en allégeant ses souffrances. À tout le moins, l'État devrait avoir des mécanismes en place pour assurer que l'aide médicale à mourir est considérée en tout dernier recours. Dans les discussions parlementaires lors de l'adoption de la loi sur l'aide médicale à mourir au Québec, on se vantait d'être en mesure de prévenir
la pente glissante, c'est-à-dire le risque que l'aide médicale à mourir devient une solution au manque de soins palliatifs. Or, plusieurs intervenants cliniques sur le terrain rapportent que les patients reçoivent l'aide médicale à mourir à la demande, sont souvent en premier recours, alors que même qu'ils n'ont jamais vu une équipe de soins palliatifs pour la gestion de leurs symptômes physiques ou psychologiques. Ailleurs dans le monde, dans tous les autres pays qui ont légalisé l'aide médicale à mourir, il est interdit d'arrêter la vie d'une personne s'il existe un autre traitement qui peut potentiellement soulager la souffrance. En Belgique, le médecin doit arriver avec le patient à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation. Aux Pays-Bas, le médecin doit attester du fait qu'il y a une absence d'alternative raisonnable pour traiter les souffrances psychiques et physiques du patient. Cependant, au Canada et au Québec, le médecin a seulement le devoir d'informer et de discuter avec le patient des moyens raisonnables pour soulager ses souffrances. Le médecin et le patient doivent ensuite s'accorder sur le fait que le patient les a sérieusement envisagés. Le diable est dans les détails. Alors qu'au Canada, le patient doit considérer sérieusement les traitements autres que la mort qui sont disponibles. Partout ailleurs dans le monde, si des autres traitements existent, le médecin a l'obligation de refuser d'arrêter la vie du patient. Ainsi, le patient n'est pas obligé de suivre ces traitements, mais on ne permet pas à l'État d'arrêter la vie de la personne si les médecins croient que d'autres traitements existent. Au Québec et au Canada, on oblige le patient à prendre une décision rationnelle sur la meilleure façon d'arrêter sa souffrance, en privilégiant à tout prix le respect de l'autonomie de la personne. L'État québécois agit ici contre le principe de précaution, en faisant en sorte que cette autonomie individuelle prime le risque d'une mort prématurée suite à un pronostic erroné. Au surplus, on peut se questionner sur l'autonomie et la capacité du patient à fournir un consentement à la fois libre et éclairé sur l'acceptabilité des traitements proposés dans un contexte où ce patient est dans un état de souffrance. On peut se demander qui choisirait la mort pour arrêter ses souffrances quand il existe, selon l'avis des experts médicaux, d'autres traitements possibles qui pourraient permettre à la personne de ne plus souffrir autant et de continuer à profiter de la vie malgré ses limitations ou handicaps associés à une maladie grave. Les personnes qui travaillent en prévention du suicide connaissent très bien les personnes qui pensent que la mort est la bonne solution pour arrêter leur souffrance. Les gens qui souffrent sont souvent aveuglés par leur souffrance. Ils ne voient pas le potentiel des traitements ou leur raisonnement est compromis par les symptômes d'une maladie mentale ou la panique dans une situation de souffrance aiguë. Ils ne réalisent pas qu'ils peuvent se sentir mieux et ils conçoivent la mort comme la seule vraie solution. C'est le propre des maladies mentales comme la dépression que d'altérer le jugement des personnes qui en sont atteintes. En l'absence de données probantes permettant de déterminer hors de tout doute que ces éléments n'affectent pas la capacité de prendre des décisions sur les traitements privilégiés, il me semble donc prudent de ne pas accorder plus de poids que nécessaire au respect de l'autonomie dans la balance avec la protection de la vie. Ici aussi, le principe de précaution doit s'appliquer. La grande majorité des personnes qui ont commencé une tentative de suicide
et qui appellent à un centre de prévention du suicide acceptent l'aide proposée et sont contents d'être toujours en vie par la suite. Même les personnes qui disent n'absolument pas vouloir d'aide et qui sont traitées contre leur volonté font rarement une deuxième tentative de suicide. Il arrive même régulièrement que ces personnes rappellent le centre qui a initié l'intervention pour les remercier. Ceci est vrai même pour les personnes qui sont suicidées à cause d'une maladie dégénérative incurable. Cela devrait nous rappeler que si certaines maladies sont encore incurables, le suicide a la conséquence des souffrances psychiques qui sont tout à fait évitables si on offre de l'aide et qu'on tend la main. Au Québec, en 2019, 2,4% de tous les décès ont été par l'aide médicale à mourir, à peine 4 ans après la légalisation de cette pratique. J'ai entendu dans les témoignages à la commission qu'en 2020, le pourcentage a augmenté à 3%. La Belgique a atteint 2,4% des décès par aide médicale à mourir en 2019, 15 ans après la légalisation de cette pratique. Et même si l'aide médicale à mourir en Belgique est permise pour les personnes qui ont une maladie mentale et qui n'ont pas d'obligation que la mort soit prévisible. Aux États-Unis, dans l'État d'Oregon, le premier État aux États-Unis à légaliser le suicide assisté, seulement 0,5% des décès sont attribuables à l'aide médicale à mourir. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le Québec ait si vite atteint cette proportion de décès? Le seul pays au monde qui a proportionnellement plus de décès par aide médicale à mourir est les Pays-Bas, où le premier cas a été sanctionné par les cours en 1973. Je fais l'hypothèse, c'est parce que la protection qui existe en Belgique et dans tous les autres pays qui ont légalisé l'aide médicale à mourir, soit l'obligation d'assurer qu'il n'existe pas d'alternative, n'est pas présente au Québec. Dans ce contexte, il y a certainement des personnes qui meurent par aide médicale à mourir au Québec qui auraient pu arrêter de souffrir grâce à des traitements psychologiques, une meilleure maîtrise de leur douleur par les soins appropriés, l'accès aux soins palliatifs ou des interventions psychosociales. Moi, je dirige un centre de recherche et je crois fermement à la recherche scientifique. Je dois donc poser la question, peut-on déterminer si une personne qui souffre d'une maladie mentale va continuer à souffrir ou si plutôt elle cessera éventuellement de souffrir et être heureuse d'être en vie? Les recherches indiquent clairement qu'on se trompe très souvent quand on essaie d'identifier les cas sans espoir de guérison. Les recherches sont résumées dans un document, le Canada à la croisée des chemins, recommandations concernant l'aide médicale à mourir pour les personnes ayant un trouble mental, 2020, que je vous invite à lire. Même si certains professionnels peuvent croire qu'ils sont capables d'identifier les personnes dont la maladie mentale est irréversible et sans espoir, les recherches indiquent que les maladies mentales ne progressent pas de façon prévisible et que ces professionnels se trompent souvent. D'ailleurs, il n'existe aucun test diagnostique qui permet de déterminer que l'état d'un patient atteint de maladie mentale ne s'améliorerait pas et qui continuera à vouloir mourir dans l'avenir. Pour cette raison, l'American Psychiatric Association soutient que
Un psychiatre ne devrait pas prescrire ou administrer à une personne atteinte d'une maladie qui n'est pas en phase terminale toute intervention dans le but de causer sa mort. Le Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists a statué que les maladies psychiatriques ne doivent jamais être le fondement du suicide médicalement assisté. Les traitements alternatifs doivent être aussi, ou voire plus, accessibles que la mort par aide médicale à mourir. Actuellement, au Québec, les patients qui ont besoin de consultation ou de traitement psychiatrique dans le système public, par exemple en CLSC, doivent attendre plus d'un an souvent sur une liste d'attente. Mais bientôt, ces mêmes personnes peuvent avoir accès à l'aide médicale à mourir dans 30 ou 90 jours ou moins. La question à laquelle vous devrez répondre en votre âme et conscience est la suivante. Combien de morts prématurées de personnes qui auraient pu continuer à vivre grâce au traitement disponible, être contents d'être toujours en vie, sommes-nous prêts à accepter? Est-ce que c'est 100 par année ou 50 est un nombre acceptable ou seulement 3 comme le cas du vaccin d'AstraZeneca? Dans toute prise de décision, le risque de fausse positive n'est jamais nul. Mais lorsque la mort est en jeu, je propose que ce seuil soit réduit au minimum en appliquant le principe de précaution. Aux Pays-Bas, le pays le plus libéral par rapport à l'accès à médical à mourir, on refuse à peu près 45% de toutes les demandes, généralement parce que le médecin est d'avis que le patient, même dans le cas où il souffre d'un cancer terminal, peut avoir le goût de continuer à vivre s'il essaie certains traitements. On n'a pas cette obligation au Québec pour les personnes qui sont en phase, qui ont maladie mortelle. On ne l'a pas non plus actuellement pour les personnes qui ont une maladie non mortelle avec l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir et à moins qu'il y ait des propositions nouvelles pour les personnes ayant une maladie mentale comme ce problème médical, on risque de ne pas l'avoir pour elles non plus. Dans une telle situation, il est évident qu'un certain nombre de personnes vont mourir malgré leur potentiel d'amélioration, par erreur de jugement du patient, par manque de connaissance de la nature des soins palliatifs, ou simplement par un désir personnel de mourir par aide médicale à mourir. Il est fort probable qu'avec l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir, le Québec est bientôt le plus haut taux de décès par aide médicale à mourir au monde, avec un taux 2 ou 3 fois plus élevé qu'ailleurs. Je crois qu'on doit faire mieux pour protéger les personnes vulnérables qui souffrent, qui peuvent profiter d'autres traitements et qui ont le potentiel de profiter de leur vie sans souffrance supportable pour le temps qui leur est accordé. Il faut donc agir avec prudence et ajouter l'obligation de refuser l'aide médicale à mourir aux personnes qui, selon l'avis des médecins experts, peuvent potentiellement profiter suffisamment des traitements pour ne plus vouloir mourir plus tôt. Même avec ces précautions, on risque de se tromper souvent quand on accepte d'accorder l'aide médicale à mourir aux personnes qui souffrent d'une maladie mentale. Merci beaucoup.